La ferme des animaux de George Orwell. Extrait numéro 5. Un jour, au début de l'été, Cafter ordonna aux moutons de le suivre et les conduisit à l'autre bout de la ferme jusqu'à un lopin de terre en friche envahi par des rejets de bouleaux. Les moutons y passèrent toute la journée à brouter les feuilles sous la surveillance de Cafter. Dans la soirée, il retourna à la ferme, mais comme le temps était doux, il demanda aux moutons de rester sur place. Ils y demeurèrent toute une semaine pendant laquelle personne ne les vit. Cafter restait avec eux la plupart du temps. Il leur apprenait, disait-il, une chanson nouvelle dont il fallait garder le secret. Ce fut juste après le retour des moutons, par une belle soirée, et tandis que les animaux regagnaient la ferme après le travail, que retentit dans la cour un hennissement d'épouvante. Surpris, les animaux firent halte. C'était la voix d'Antilis. Elle hennit à nouveau et tous les animaux se précipitèrent dans la cour au galop. Alors, ils virent ce qu'Antilis avait vu. Un cochon qui marchait sur ses pattes arrière. Oui, c'était Cafter. Un peu maladroit, peu habitué à supporter son embonpoint considérable dans cette attitude, mais en un parfait équilibre, il déambulait à travers la cour. Quelques instants plus tard, sortait hors de la maison une longue file de cochons qui tous progressaient sur leurs pattes arrière. Certains y arrivaient mieux que d'autres. Il y en avait même un ou deux qui chancelaient et auraient sans doute apprécié l'appui d'une canne. Mais chacun réussit à faire le tour de la cour sans encombre. Pour finir, ce fut Napoléon lui-même qui, après le formidable hurlement des chiens et le cocorico strident du petit coq noir, s'avança, majestueusement redressé, tout en jetant de droite et de gauche des regards hautains, alors que les chiens gambadaient autour de lui. Il tenait un fouet à la patte. Il y eut un silence de mort. Confondus et terrifiés, les animaux serrés les uns contre les autres regardaient le long cortège de cochons qui lentement défilait dans la cour. C'était comme si le monde se retrouvait sans dessus-dessous. Une fois le premier choc passé, malgré leur terreur des chiens et les habitudes acquises au cours des années de ne jamais se plaindre ni critiquer quoi qu'il arrive, ils auraient sans doute pu émettre quelques protestations. Mais au même instant, comme en réponse à un signal, les moutons en chœur lâchèrent un bêlement extraordinaire. « Vive les quatre pattes! Gloire aux deux pattes! Vive les quatre pattes! Gloire aux deux pattes! Bé! Bé !» Cela dura sans interruption 5 bonnes minutes. Le temps que les moutons retrouvent leur calme, l'occasion de protester était perdue, car les cochons avaient regagné la ferme. Benjamin sentit des naseaux frôler son épaule. Il se retourna. C'était Antilis. Ses yeux fatigués semblaient plus ternes que jamais. Sans un mot, elle le tira tout doucement par la crinière et l'entraîna jusqu'au fond de la grange où étaient inscrits les 7 commandements. Ils restèrent 1 minute ou 2 à fixer le mur goudronné aux lettres blanches. « Ma vue baisse, » dit-elle finalement. « Même quand j'étais jeune, je n'aurais pas pu lire ce qui est écrit là. Mais il me semble que le mur a changé. Benjamin, est-ce que les 7 commandements sont toujours les mêmes qu'autrefois ?» Pour une fois, Benjamin consentit à déroger à ses principes et lui lut ce qui était écrit sur le mur. Il n'y avait plus désormais qu'un seul commandement. Il stipulait « Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. » Après cela, il ne parut pas étrange le lendemain de voir les cochons qui supervisaient le travail de la ferme, un fouet à la patte. Il ne parut pas étrange d'apprendre que les cochons avaient acheté un poste de radio, qu'ils faisaient installer le téléphone et qu'ils s'étaient abonnés à John Bull, Titbits et au Daily Mirror. Il ne parut pas étrange de voir Napoléon déambuler dans le jardin la pipe à la bouche, pas plus que de voir les cochons sortir les vêtements de M. Jones de l'armoire pour les porter. Napoléon lui-même apparut en veston noir, culotte de cheval et jambières de cuir, tandis que sa truie favorite arborait la robe de soie moirée que Madame Jones avait l'habitude de porter le dimanche.